10 minutes. Je suis en admiration devant tous les travaux qui ont été faits dans ce domaine. Mais je voudrais vous demander si vous pouviez nous donner, non pas en euros, mais le coût, pour les physiciens, c'est ce qui nous intéresse, le coût en joules par kilo de CO2, une sorte de grandeur, parce qu'on a besoin de ça pour prendre des décisions. Donc le coût en joules par CO2, par kilo de CO2, des différentes opérations, purification, compression, transport. On a en physique, on a d'abord besoin de savoir qu'est-ce qu'on va économiser comme énergie avant de prendre des décisions. C'est une bonne remarque. Je n'ai pas fait l'exercice, désolé. Mais effectivement, on pourrait essayer de faire cet exercice-là et essayer de voir. Moi, je le verrais plutôt d'un point de vue énergie pour l'industriel, parce que c'est lui qui va être le plus impacté. Et c'est lui qui va décider, non mais si ça me prend trop d'énergie à la source, c'est-à-dire si mon rendement est plus faible parce que je suis obligé de mettre le captage du CO2 avant ou pendant ou après, moi, si ça me coûte plus cher d'émettre le CO2, surtout à ce moment, je peux le faire. Par contre, cet exercice-là, effectivement, ce serait intéressant de faire, je penserai à l'avenir. Je m'excuse, je ne vais pas répondre. Mais simplement, vous avez sur le site, sur Monde Climat, des études, notamment certaines faites par Pierre Bachère, qui annonce globalement pour une ensemble de centrales au charbon base Europe, ça coûte 25% d'énergie, parce que c'est un petit peu ça, c'est une façon. Quelle énergie est consommée pour l'ensemble du cycle? C'est un ordre de grandeur. Oui, c'est ça, 25%. Excusez-moi, mais oui. je réponds parce que en fait tout ça est sur le site. Vous avez un document sur le site de Solon Climat depuis 5-6 ans sur ce sujet. Voilà. Excusez-moi. Oui, une question sur la première partie de l'exposé. Peut-être que ce n'est pas maintenant qu'il faudrait la poser, mais c'est l'exposé suivant sur la géoingénierie. Mais là, le CO2, on le voit à la sortie de l'usine, de la cheminée. C'est donc le CO2 associé à la production d'énergie. Mais en fait, il y a les transports et on ne va pas mettre des trucs à la sortie, etc. Donc, en fait, il y a des gens qui réfléchissent à la capture du CO2 de l'atmosphère, de façon générale. Je crois que c'est l'exposé d'après. Oui. Ah, alors c'est peut-être ça, oui. Alors peut-être. Parce qu'il y a l'ACNER à la Columbia, des résines et tout ça. Oui, il y a des résines, il y a des panneaux à base de hydroxyde. Oui. Puisque c'est vous qui ai fait le... Ah ben, déjà 4-5 ans, c'est déjà ça sur SLC, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, donc réponse sur le revenu énergétique. Effectivement, si on prend des centrales à charbon, qui sont obligées de faire d'abord la séparation des amines, ensuite le transport, le stockage, etc., on va aboutir à peu près 30% de coût énergétique, c'est-à-dire qu'on va diminuer la ressource de 30%. Bon, c'est quand même quelque chose à considérer. Bien, beaucoup de gens croient que le charbon est quelque chose d'extrêmement abondant. 30% en moins, c'est quand même 30% en moins. Un risque considérable, de point de vue des prix. Maintenant, je voudrais insister sur le fait que ceux qui dominent le mieux la question à l'heure actuelle, ce sont les pétroliers. Pourquoi? Parce que, premièrement, les pétroliers sont obligés de se libérer de ce qu'on appelle les gaz acides, donc le CO2 et l'H2S. C'est eux qui ont mis au point les techniques pour les amines, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas livrer un produit qui contient ces saloperies-là. Hein. Donc c'est inclus déjà dans le coût, si je peux dire, du prix de vente du pétrole, ce qui veut dire que ce sont encore eux qui vont être, comme ça a été le cas du gisement de Sleipner. Il suffit de mettre une taxe CO2 plus faible pour mettre les pétroliers au mouvement. Or, ils dominent ça, ils dominent le transport. Il y a qu'à voir le gisement de Weber, c'est quand même eux. Ils dominent, à cause de la récupération assistée, l'injection, enfin, etc. Et donc, c'est finalement eux qui peuvent se mettre le plus facilement au mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire oui, bon, ça suffira peut-être pour ceux qui Oui, bon, madame, on a beaucoup
beaucoup aimé votre exposé. Bon, il se trouve que je suis aquitaine, donc de la région, et que je connais un petit peu le milieu de lac. Vous avez évoqué la séquestration du CO2 sur le site pilote de lac. Or, des élus de lac, de la région de lac, m'ont interrogé parce qu'ils ont appris qu'il y a naturellement dans la grotte de Lascaux des émanations de CO2. Ils se souviennent qu'il y a eu la catastrophe de Nios, au cours de laquelle 1800 personnes sont mortes. Donc ils se demandent ce qui est prévu pour le cas où le CO2 échapperait à la séquestration. Voilà. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, c'est dommage que voilà un lac, ce qu'ils ont prévu, puisque je vous l'ai dit, un lac, l'essentiel, bon, c'était pour démontrer toute la chaîne, hein, mais aussi essayer de suivre, d'avoir le temps de suivre le CO2 injecté. Et donc ils ont mis à lac de nombreux moyens, aussi bien de surface que satellitaire et que sismique, sur le suivi du CO2 injecté à lac. Il y a beaucoup de gens qui font référence à Nios. Nios, c'est vraiment un cas, c'est un cas vraiment très particulier, sismique, un lac qui est maintenant extrêmement surveillé, mais c'est quand même une concentration qui s'est fait particulière. Il y a quand même un risque, mais le risque n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Suivant. Bonjour, moi j'ai une question un peu philosophique. Plus près du micro. J'ai une question philosophique un petit peu sur le stockage du CO2. Bon, j'étais moi-même chercheur, on a travaillé dans mon laboratoire sur la capture du CO2, le stockage, et philosophiquement, je me demande qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. Parce que tout ce CO2 enfoui, avec peut-être des risques qui ressortent, comme on vient de le dire, qu'est-ce qu'on laisse à nos descendants? Donc des poches énormes de CO2, le jour où ça va se vider, qu'est-ce que ça va devenir? C'est raisonnable de se poser cette question-là. Alors moi, je vais retourner la question. Il y a quand même des poches de CO2 naturelles qui existent, qui sont là, qui ressortent puisqu'on les étudie, évidemment, mais un risque de ressortie du CO2 complètement d'un coup, ce serait quand même extrêmement difficile à concevoir. Qu'il y ait des échappées, c'est ce qu'on essaye de vérifier sur ces sites pilotes et démonstrateurs, qu'il y ait des échappées à partir de failles, de micro-failles, etc. C'est pas possible, mais le point le plus critique, c'est le puits d'injection et les vieux puits qui existent, donc ils sont surveillés, mais que ça sorte comme ça d'un coup. Non, mais on va faire de la Terre finalement un gros réservoir à CO2. Tout ça pour éviter qu'il aille dans l'atmosphère, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur? On dit pas qu'on va tout mettre dans le sol, mais c'est peut-être une mécanique qu'il faut envisager pour pallier au problème actuel. Et reproduire un petit peu ce que fait la nature, tout simplement. S'il vous plaît, donc la dernière question, après. Oui, merci. Je suis très impressionné par le chiffre que vous avez dit, que ça pouvait colmater en quelque sorte, en un an. C'est incroyable, parce que tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est que le stockage, comme ça, en minéralisant le CO2, ça prenait, comme vous l'avez dit, 10 000, 20 000 ans. On peut l'expliquer? Mais j'essaie de l'expliquer trop rapidement, mais c'est le fait d'avoir déjà dissous le CO2 dans l'eau de formation qui prend des milliers d'années déjà. Ah, c'est la dissolution qui a été... C'est la dissolution au préalable qui a fait qu'on a déjà passé le cap, je dirais, géologique très important. Et ensuite, parce qu'on sait que la minéralisation est très rapide, plus rapide que dans certains réservoirs, on aurait formé des carbonates à vérifier. Parce que en ça... sachant que l'on a injecté, puisqu'on a dissous le CO2 dans de l'eau, on n'en a pas beaucoup mis. Les débits sont petits, j'imagine. Les débits d'injection. Les débits d'injection, ils ont été calculés, ils ont été mesurés par rapport à un building aux États-Unis. Il y a eu des recherches énormes faites sur quelle était
le débit d'injection du CO2 dans l'autre formation pour qu'on arrive. Mais c'est petit. Très petit. Oh, très petit. Vous Voilà. avez vu peut-être la vidéo, on ne pouvait pas le voir. Ah, mais la capacité, alors, elle est réalité. Ah non, mais la capacité elle est- En nombre de millions de tonnes par an. sur ce qui a été injecté, sur les 50 tonnes, c'est limité. Mais c'est le processus qu'on voulait mettre en avant. C'est pas la capacité à stocker, c'est le processus. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Et la question, elle est peut-être au niveau des océans, où l'on a des quantités énormes de roches phasatiques, de roches mafiques, ultramafiques, et utiliser l'eau de mer à l'inverse de l'eau qui existe dans un réservoir. Et c'est peut-être l'idée derrière que l'on pourrait avoir à réinjecter le CO2 au milieu des océans. Bien, merci.